Est-ce qu'on peut vraiment classer la totalité de l'humanité en 3 types de corps différents? Les morphotypes, j'ai l'impression d'en avoir parlé sur cette chaîne depuis au moins le début. Je vais pas te mentir, je pense pas que ce soit un sujet super original parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé avant moi. Je vais essayer de trouver un angle un peu différent, mais je peux pas te garantir que tu apprendras de nouvelles choses. Je te le dis direct. Néanmoins, il y a un truc dont je suis sûr aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas encore ce que c'est ou des débutants qui savent parfaitement ce que c'est et qui s'y fient. En gros, pour l'historique, c'est un psy qui a créé ça en se fiant sur plein de bases de photos qu'il avait décortiquées. Il a trouvé une façon un peu sexy à mon sens d'appeler simplement les maigres des maigres, les gros des gros et les musclés des musclés. Ouais, je t'avoue direct, le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis pas totalement convaincu par la théorie, alors ça va peut-être légèrement se ressentir à mon ton. Donc reprenons, les maigres ce sont des ectomorphes, les gros des endomorphes et les musclés des mésomorphes. Pour moi déjà, il y a un problème qui se pose parce que selon ce paradigme, les maigres ne pourraient pas devenir gros, les gros ne pourraient pas devenir maigres, ou musclés, enfin bref... Tu vois le délire. Or, ce qu'on constate de façon générale, c'est que quand on fait un rééquilibrage alimentaire pour une personne qui est en sous-poids ou en surpoids, il finit par réintégrer une corpulence plutôt normale, entre guillemets. Et en soi, ça n'a rien d'illogique, voire heureusement, parce que sinon les anorexiques seraient condamnés à rester anorexiques. Oui, je sais, l'anorexie c'est un trouble alimentaire, on va pas rentrer là-dedans, je voulais simplement dire les gens très maigres. Pour moi, ce qui pourrait plus se rapprocher d'un morphotype, car je rappelle que le psychologue dit que c'est à l'état embryonnaire qu'il est défini, donc quelque chose qui est profondément inchangeable. C'est peut-être la rapidité du métabolisme ou la longueur de nos insertions, de nos articulations, enfin c'est pas la longueur de nos articulations mais tu vois l'idée, nos os, nos muscles, tout ça. Il serait donc un peu plus juste d'utiliser des dénominations comme bréviligne ou longiligne, respectivement. Si tu sais pas ce que c'est simplement la longueur du buste par rapport à celle des segments. Et encore c'est très imprécis, je connais personne qui soit complètement bréviligne ou complètement longiligne, c'est un mix entre les deux très complexe. Si tu veux un ordre d'idée, t'as qu'à voir les émissions de Christina Cordula. Combien il y a de types de formes de corps? Oh ma chérie, tout est en H, oh ma chérie, tout est en X, etc. Pour ce qui est du métabolisme donc, déjà faut se dire que dans l'ensemble, on a des calculateurs qui sont plutôt précis, donc qui ne varient pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'il peut être plus lent ou plus rapide chez certaines personnes. Truc marrant d'ailleurs, on considère aujourd'hui qu'avoir un métabolisme lent c'est vraiment pourri, et un métabolisme rapide c'est le mieux parce que tu peux manger des tonnes de pots de Nutella et ne pas prendre un gramme. Mais finalement, c'est plutôt l'inverse qui est vrai en termes de point de vue évolutif. Ben ouais, si tu stockais rien, lors de temps de famine, tu risquais juste de crever. Comme quoi la société, la biologie, ça évolue. Bref, du coup, reprenons. Malgré le fait qu'il soit lent ou rapide, il faut pas s'en servir comme d'une excuse. Il faut trouver ton type de métabolisme et adapter les choses en fonction. Oui, ça veut certainement dire que tu devras tenir une diète plus stricte pendant plus longtemps que la majorité des autres personnes. Mais voilà aussi comme un avantage, ça peut t'apporter de la discipline et quand toi tu vas commencer à vieillir, tu seras habitué à avoir tenu une diète et donc tu seras en meilleure santé que les gens qui se sont laissés vivre. Petit aparté d'ailleurs, les maigres mangent souvent beaucoup moins et les gros beaucoup plus que la norme, mais ils ne s'en rendent pas compte. Pour eux, c'est ça justement la norme. Comme tu t'en doutes, il n'y a pas vraiment de secret dans l'alimentation. C'est calories qui rentrent versus calories qui ressortent. Mais ce qu'on a remarqué avec certaines études, c'est que le facteur qui influence le plus ta corpulence, c'est les habitudes alimentaires de ta famille, comment tu as été éduqué. Et ça semble logique. Si tu réussis pas à t'imaginer manger autrement, diminuer ou augmenter les quantités, la meilleure solution, c'est de te faire inviter chez un pote qui a une famille et une corpulence qui est complètement différente de la tienne. Et juste pour un repas, pour voir. La majorité des gens que je connais qui ont fait ça en sont revenus avec un mind blown, comme on dit en anglais. Complètement chamboulé. Du reste aussi, je dois préciser que le NEAT est super important. C'est Non-Exercise Activity Thermogenesis, il me semble. Bref, de toute façon, c'est des mots compliqués que je mettrai sur le côté, mais ce qu'il faut que tu retiennes, simplement comme concept, c'est que c'est l'activité que tu fais qui n'est pas sportive dans la journée. Ça, bien souvent, ça tient de la génétique et du caractère. Par exemple, quand tu ingères un certain nombre de calories et que tu es en surplus, tu vas avoir tendance à être plus ou moins nerveux. Et cette même nervosité, c'est ce qui va te conduire à faire plein de trucs que tu n'aurais pas l'habitude de faire, comme bouger les jambes, ou faire des petits tours, ou je sais pas, aller faire une promenade alors que spontanément tu n'y aurais pas pensé. C'est pour ça que la majorité des bodybuilders préfèrent être en léger surplus qu'en sèche, parce que à l'inverse de la sèche, t'as l'impression de déborder d'énergie, de faire un tas de trucs trop cool, et
Ça, c'est l'effet psychologique d'être en surplus calorique. Donc surveille-toi aussi, si tu veux gagner du poids, mais que d'un seul coup tu te mets à trépigner dans tous les sens dès que tu manges un peu plus, ben calme-toi. Et à l'inverse, si tu veux en perdre, mais que tu restes complètement lymphatique dès que tu passes en déficit, ben c'est pareil, bouge-toi. Bon, et finalement, je vais qu'insister sur le gain et la perte de poids, et selon le modèle des morphotypes, ce serait passer de endomorphe à ectomorphe. Mais le mésomorphe, devenir musclé, ben ça c'est pas sorcier, suis les conseils de ma chaîne pour gagner du muscle. Rapidement faire un entraînement de résistance qui augmente de plus en plus en difficulté. Je me place encore une fois parce que autopromotion, mais je fais du coaching. Si t'arrives pas à concevoir un programme ou si t'es pas sûr de quoi que ce soit, j'ai des services, vas-y. Donc du coup, pour résumer le tout, si ton alimentation est pas trop pourrie et que ton entraînement est adapté, tu devrais pouvoir passer d'un morphotype à l'autre sans trop de soucis. Évidemment, ça veut pas dire que les spécificités génétiques n'existent pas et tu seras probablement doué plus dans un sport ou dans l'autre, suivant comment toutes tes insertions sont faites, comment tous tes os sont gros, pas gros, etc. Néanmoins, il n'y a rien d'aussi absolu et embryonnaire que les morphotypes. J'espère que ça aura éclairé ta lanterne sur le sujet. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. T'emmerdes pas avec des questions génétiques avant d'au moins avoir 6 mois d'entraînement dans les pattes. J'en vois pléthore débarquer avec est-ce que j'ai des insertions longues, est-ce que machin. On peut pas savoir pour le moment. Bûche.